Alors, pour prolonger cette deuxième partie d'après-midi, donc nous accueillons Gilles Babinet, qui est entrepreneur, digital champion pour la France à la Commission européenne et coprésident du Conseil national du numérique. Alors peut-être que vous nous direz ce que c'est qu'être un digital champion. Alors la différence avec l'intervenant précédent, vous avez des chaussures et vous n'avez pas de chapeau. Est-ce que c'est à ça qu'on vous reconnaîtra? Merci beaucoup, ça marche pas. Voilà donc la règle du jeu, ouais, 25 minutes à peu près de topo, puis après tu as tant de questions. Alors, première confidence que je dois vous faire, c'est que je suis un grand fan de Serge Zaka. On se connaît pas, je vous suis sur X et je suis toujours impressionné par la précision de vos propos et aussi par quelque chose que je trouve très intéressant, c'est la façon dont vous êtes attaqué par les climato-sceptiques. C'est extrêmement brutal et je trouve que vous avez beaucoup de mérite de continuer à vous défendre et essayer de faire de la pédagogie dans ce contexte un peu compliqué. Donc merci pour ça. Donc sujet évidemment très différent, mais néanmoins complémentaire sur beaucoup d'aspects. L'intelligence artificielle au sens large et évidemment appliquée à votre discipline. Vous allez voir que il y a beaucoup de choses qui changent et j'essaierai d'avoir un propos qui est un peu en résonance à ce qui vient d'être dit par Serge, c'est-à-dire de montrer l'incidence que ça peut avoir sur la gestion des augmentations de température et du changement climatique, entre autres choses. Mais avant de faire ça, ce que je voudrais faire, c'est vous donner un peu un aperçu de pourquoi est-ce que c'est en train d'accélérer. Tout le monde me pose cette question, j'essaie de le faire assez simplement. L'IA, contrairement à ce qu'on pense, c'est une discipline ancienne. C'est une discipline qui a quasiment 80 ans. Peut-être qu'on pourrait considérer que l'un des pères de l'IA, c'est Alan Turing. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont vu ce film extraordinaire de l'invention du premier ordinateur électromécanique. Turing, c'est un mathématicien britannique dans les années 30 qui est un peu réquisitionné par l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale pour essayer de décrypter les messages de la machine Enigma qui permet de communiquer avec les sous-marins nazis. Il y a un certain nombre d'historiens qui disent que parmi les gens qui ont permis de gagner la Deuxième Guerre mondiale, il y a 5 noms et il y a celui-ci parce qu'il a permis aux Alliés de reprendre le contrôle de l'Atlantique Nord, parce qu'avant on ne savait pas où étaient les sous-marins, et de ce fait, il a vraiment facilité la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas ce titre qui doit être évoqué ici, mais parce que dans ses écrits, il parle de machines qui deviennent autonomes, qui sont capables de, entre guillemets, de penser par elles-mêmes, et il évoque d'ailleurs le fait qu'à un moment, les machines pourraient avoir des capacités d'élaboration qui sont proches de celles des humains. Donc c'est vraiment le premier qui va être capable de faire cette démarche. À l'époque, il n'y a que les scientifiques qui considèrent ce qu'il dit. Beaucoup de gens le considèrent comme quelqu'un qui est un peu dérangé. Mais vraiment, il a vu, et encore aujourd'hui, on se sert de certaines de ces équations, des choses qui allaient arriver. Il est suivi dans les années 50 par Marvin Minsky et John McCarthy, qui sont deux génies, vraiment deux génies, qui créent aux États-Unis un laboratoire au sein du MIT, premier laboratoire d'intelligence artificielle, qui invente le terme intelligence artificielle, également celui de machine learning. Ce laboratoire existe encore aujourd'hui, c'est le même inchangé, donc depuis quasiment 70 ans. Et leurs travaux vont être très fondateurs, vont permettre notamment à Frank Rosenblatt, qui est un jeune chercheur dans la fin des années 50, de créer la première machine, qui est vraiment une machine construite sur des principes d'intelligence artificielle. À l'époque, ce qu'on cherche à faire, c'est imiter le neurone, le couple neurone-synapse. Voilà, donc on fait des modèles de régression linéaire pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques. À la fois, c'est extraordinaire parce qu'on comprend que ces machines sont capables de traiter des environnements non discrets. Et en même temps, on comprend aussi qu'il faut une très grosse quantité de calcul et qu'on n'est pas du tout avec des technologies électroniques qui permettent de faire ça. Et donc, on va avoir
assez rapidement un désaveu à l'égard de cette technologie. À la fin des années 60, on a quasiment arrêté de chercher dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est ce qui est un désaveu qui est d'autant plus violent que Marvin Minsky dira en 1959, en voyant d'ailleurs le perceptron, cette machine-là, qu'il pense que dans une dizaine d'années, peut-être 10, 20 ans, on aura des machines aussi intelligentes que l'être humain. Et le film 2001, l'Odyssée de l'espace, Alan Clark et Kubrick a directement écrit ça, basé sur cette déclaration de Minsky. Évidemment, ce qui est dans ce film est très proche des questions, notamment éthiques, que l'on se pose. L'autonomie de la machine, sa capacité de se retourner contre les humains, le fait d'avoir une conscience propre, etc. C'est des questions qui sont assez souvent évoquées au sein des grandes équipes d'intelligence artificielle ces jours-ci. Donc, c'est très intéressant de s'appuyer d'ailleurs sur la science-fiction pour pouvoir faire des scénarios à long terme dans le domaine des techniques. Il faudra attendre le milieu des années 70 pour qu'il y ait une rupture. Et cette rupture, c'est la rupture du deep learning, qui est basée cette fois-ci sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Ce n'est pas tout à fait la même technologie que les systèmes neuronaux des années 50. Et c'est un chercheur canado-britannique, donc Jeff Hinton, qui invente cette notion-là. À l'époque, on parle d'avoir quelque chose qu'entre 2 et 5 couches de réseaux de neurones. Et c'est assez spectaculaire parce que là, on voit tout d'un coup qu'on est capable de faire des choses assez véloces, assez efficaces. L'état de l'art au début des années 80, c'est à peu près ça. Vous avez des pixels de 20 sur 20, des images de 20 sur 20 pixels, et vous êtes capable de reconnaître après de longues minutes, de dire ça c'est un chien, ça c'est un oiseau, ça c'est un chat, etc. À la fois c'est génial, mais ça sert à rien. Et donc, deuxième désaveu de la technique, où on commence à avoir des choses qui se font, qu'on pourrait labelliser d'intelligence artificielle. Par exemple, le fait que on avait le VAL, qui était le premier métro automatique inventé par une société qui s'appelle Matra, et le fait que le métro s'arrête précisément à un certain niveau du quai, c'est ce qu'on appelait à l'époque de la logique floue. Ben ça, c'est l'une des disciplines de l'intelligence artificielle, et ça découle d'ailleurs de systèmes qui sont basés sur des réseaux de neurones. Donc, à partir des années 80, on a quelques applications, mais quand même assez limitées. Et puis, on a un Français, Yann Lequin, son nom difficile à éviter tellement il est médiatique et connu, qui, en 1989, écrira un papier de recherche où il parlera des réseaux convolutionnels, c'est-à-dire, plutôt que d'avoir 3 couches de réseaux de neurones, on en a 1000, 5000 potentiellement, et on a des descentes de gradients, on arrive à faire des modèles statistiques extrêmement élaborés au sein de ça. Et de ce fait, on voit tout de suite qu'on est capable de faire des choses beaucoup plus précises qu'auparavant. Une application qui va exploser dans les années 90, c'est le fait d'avoir par exemple des reconnaissances de signatures dans les banques. Donc c'est plus des humains qui font ça, ce sont des systèmes à base de réseaux convolutionnels. Et ça, c'est vraiment Yann Lequin qui a permis de faire ce genre de choses. Et on voit bien qu'en matière d'imagerie, on va pouvoir faire des choses tout à fait intéressantes. Mais paradoxalement, il faudra attendre une bonne vingtaine d'années pour qu'on soit capable de mettre ça en œuvre à large échelle, parce qu'il nous manque un certain nombre de choses. Il nous manque les corpus d'apprentissage, donc d'avoir des milliers, voire des millions d'images pour faire de l'apprentissage. Ça, c'est une chercheuse américaine, Fei Fei, qui va résoudre ce problème avec une base de données qui s'appelle ImageNet. Et puis, il nous manque les processeurs, qu'on appelle des GPU, qui sont des processeurs dédiés à l'intelligence artificielle. Ça, c'est beaucoup de monde qui va travailler sur ce sujet, dont Andrew Ng. Et lorsque, à la fin des années 2010, on réunit cet environnement, on a un moment assez extraordinaire où on se rend compte qu'on est capable de créer des environnements d'intelligence artificielle auto-labellisants. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin de dire 1000 fois ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est une pomme, ça c'est une poire, pour que le système apprenne par la suite lui-même. La labellisation, c'est de façon automatique. Et ça, c'est assez extraordinaire. On s'appuie notamment sur Internet, sur ce genre de choses pour avoir des corpus initiaux. Et on est capable de labelliser à très, très grande volée de façon automatique. Et là, ça débloque la discipline. À partir de 2012,
tout le monde se précipite et commence à mettre de l'argent là-dedans, en particulier aux États-Unis, évidemment. Et il y a tout un tas d'écoles qui découlent des CNN, des réseaux convolutionnels, qui se créent dans le domaine de la visualisation, dans le domaine des systèmes processés et dans d'autres domaines encore. Un cas d'école, là je reviens un peu en arrière, mais qui a été très inspirant pour le monde de l'intelligence artificielle et le monde du numérique au sens large, c'est Sébastien Thrun, qui, avant même qu'on ait tous ces environnements de systèmes convolutionnels, en 2006, va gagner le DARPA Grand Challenge. C'est un prix de l'armée américaine, en fait, qui s'énonce hyper facilement. Ils disent, le premier qui sera capable de faire rouler un véhicule en autonomie totale, je ne sais plus si c'était marqué dans le prix, dans le désert du Nevada, sur 120 km, en passant par 3 passes, empoche 5 millions de dollars. Lui, il est professeur à Stanford, il prend ses élèves et il leur dit, est-ce que vous voulez, on se lance une année dans ce challenge là-dessus. La première année, ils ne sont pas prêts, ils n'arrivent pas à faire ça. Et puis avec les mêmes élèves qui acceptent de continuer, il fait une sorte d'énorme robot qui réussira à relever ce challenge. Et en fait, ça se passe en 2006, mais ça a une conséquence en 2009, c'est que Google va investir très très lourdement dans l'intelligence artificielle. Et ce qui est assez extraordinaire quand on regarde cette histoire-là, c'est qu'en gros, en 2011, sur les 20 personnes les plus importantes dans toute l'histoire de l'intelligence artificielle, enfin l'histoire moderne de l'intelligence artificielle, évidemment pas Turing, sur les 20 personnes les plus importantes, il y en a 10, 12 qui sont passés par Google. Voilà, qui sont des gens, pour ceux qui s'intéressent à l'IA, qui sont tous des superstars. Alors, il n'y a pas Sam Altman qui n'est pas un expert de l'intelligence artificielle, mais Tchaikovsky, par exemple, est passé par là. Là-dessus, Jeffrey Hinton, que j'ai évoqué tout à l'heure, est passé par là aussi. Andrew Ning également, et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant parce que c'est vraiment les environnements de taille critique qui permettent de faire évoluer et apparaître, finalement, exploser une discipline sur laquelle maintenant, dans le monde, vous avez probablement au moins des centaines de milliers d'ingénieurs qui travaillent sur ce sujet, et peut-être même au-delà, tellement la discipline est devenue importante et structurante dans ce qui est en train de se passer. Et puis en 2017, il y a un dernier événement. Tout ça est évidemment très arbitraire, hein. Il y a eu plein d'autres événements importants, mais si je devais prendre les grands, vraiment les géants de l'intelligence artificielle, il y a un événement qui se passe de quelqu'un qui n'est pas très connu, même aujourd'hui encore, qui est Ashish Vashvani, c'est le personnage qui est le plus à droite de la photo, qui publie un papier qui s'appelle Attention is all you need, où il parle des modèles d'attention. Les modèles d'attention, c'est ceux qui sont à la base des transformers, donc des LLM, et c'est l'épopée évidemment ChatGPT, Gemini, Anthropic, etc., qui apparaît à partir de ce moment-là. Et ça, c'est vraiment... auparavant, on était dans un univers où une start-up qui faisait une belle levée de fonds, elle faisait une levée de fonds de 10 ou 20 millions de dollars. Maintenant, c'est 10 ou 20 milliards de dollars. Voilà, avec toujours cette inquiétude qu'on est potentiellement face à une bulle. Mais pour le moment, ça continue à tenir. La dernière levée de fonds la plus extraordinaire de toute l'histoire, en fait, c'est celle de 110 milliards de OpenAI là-dessus, avec la promesse d'amener des gains de productivité massifs à l'échelle de l'humanité. Vous amenez 1% de productivité à l'échelle de l'humanité, c'est 10 000 milliards de dollars. 1% du PIB mondial, c'est 10 000 milliards de dollars. Et voilà, c'est de cette perspective dont on parle, c'est d'être capable d'amener chaque année ce genre de choses, 1, 2, 3, peut-être plus de pourcents. Et donc, les potentialités sont tellement extraordinaires que, évidemment, les investisseurs sont extrêmement présents au sens large. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais vous dire, j'en sais rien. Sinon, je serais plutôt en train de faire de boursicoter qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'on est à un moment qui est assez extraordinaire. Et je pense que 2026 devrait déboucler ce moment-là. C'est-à-dire que soit on continue à accélérer avec cette technologie. Beaucoup de gens qui disent que la technologie a des
faiblesses assez structurelles. Par exemple, il y a un papier de recherche qui est sorti il y a 2 mois qui montre qu'avec les modèles de transformers, on n'est pas capable de descendre en dessous de taux d'hallucination de l'ordre de 12-15%. Et ça, c'est problématique parce que ça veut dire qu'on va devoir continuer à utiliser cette technologie de façon supervisée et qu'on ne pourra pas lui donner un degré d'autonomie très important dans les systèmes financiers, dans les robots humanoïdes ou sur roues, je ne sais quoi. Et de fait, 2 personnages que j'ai cités, Yann Lequin et Fei Fei Li, viennent de lever des fonds, $1 milliard chacun, pour l'un sur une valorisation de 4,5 milliards de dollars, pour l'autre sur Fei Fei Li, une valorisation de 10 milliards de dollars, pour faire des modèles de monde. C'est une technologie qui n'a pas grand-chose à voir avec celle actuellement en vigueur de Transformers, en disant il faut qu'on change de chemin si on veut réussir à avoir des systèmes vraiment autonomes, vraiment véloces, et notamment des systèmes qui sont capables de bien comprendre l'environnement et la complexité de leur environnement. C'est à la fois extraordinaire parce que ça crée finalement une nouvelle épopée dans cette affaire, et en même temps c'est extrêmement inquiétant parce que si par hasard les croissances promises par les leaders de ces grandes entreprises ne se réalisent pas, le risque, c'est quasiment celui d'un krach mondial. On considère qu'on a mis à une échelle globale 4 500 milliards de dollars dans les technologies d'intelligence artificielle. Ce sont des montants qui sont de nature à contaminer l'économie réelle si ça ne se passe pas, si ça n'arrive pas. Donc on est là-dedans, dans cette situation-là. Néanmoins, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a de plus en plus de champs d'application et on a de plus en plus de cas qui ne sont pas des cas d'intelligence générale, mais plutôt de systèmes verticaux qui sont avec une efficacité avérée. Alors, je voudrais maintenant évoquer ce qui se passe un peu dans votre univers. Et je trouve intéressant dans le domaine agricole de faire un certain nombre d'observations. D'abord, première observation, c'est le fait que le domaine agricole a été le premier domaine avec celui du monde du chiffre, le monde comptable, à adopter la micro-informatique il y a maintenant 45 ans. Donc, dans les années 80, quand on regardait ceux qui s'équipaient de micro-ordinateurs, eh bien, c'était les agriculteurs et les comptables. Les premières professions à faire ça. Et donc, ça m'amène à mon deuxième constat, c'est que l'agriculture, que ce soit de l'élevage ou de l'agriculture dans les champs, eh bien, c'est vraiment la gestion de la complexité. Je vais y revenir un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il y a peu de métiers où vous êtes soumis à un environnement massivement multifactoriel, très séquentiel aussi, je vais en parler un peu plus tard, et avec des facteurs qui sont à haut niveau d'imprédictibilité, notamment les enjeux climatiques, mais pas que. Et donc, c'est un domaine par essence complexe, mais surtout à très haut potentiel pour le machine learning, pour l'intelligence artificielle, qui est, je dirais, réputé être capable d'affronter des environnements extrêmement complexes. Et ça, je trouve que, plus encore que l'informatique, est vraiment intéressant. C'est-à-dire que, typiquement, un agriculteur dans les années 80, et encore aujourd'hui, ce que vous faites, c'est vous êtes face à des tableaux, des tableurs, et puis vous avez plein de variables, vous avez tout un tas de choses dont il faut prendre en compte, et puis prenez ces décisions en fonction de toutes ces variables. Eh bien, avoir un système assisté qui est capable de prendre beaucoup plus de variables en compte, ça augmente la productivité, ça permet d'être potentiellement plus efficace. Dans le domaine de l'élevage, il y a quelques thèmes, et je pense que là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais depuis très longtemps, on utilise des technologies pour faire du monitoring de troupeaux. Paradoxalement, je pense que les technologies sont... Enfin, ce n'est pas paradoxal, d'ailleurs, c'est plutôt assez logique. Ont d'abord été employées dans les grands espaces, c'est-à-dire dans les lieux où il y a des très très grands troupeaux et où finalement il y a un effet d'échelle qui justifie que l'on fasse ça. On met des capteurs sur les animaux. Au début, c'était
des capteurs qui permettaient surtout de faire du tagage, de l'identification de l'animal. Et puis, petit à petit, on s'est mis à avoir des capteurs un peu plus sophistiqués qui peuvent prendre des capteurs de température, où on peut faire des analytics sur la mobilité de l'animal, son comportement, et en conclure un certain nombre de choses. Donc là, déjà, on a introduit peu à peu des algorithmes qui étaient, sinon de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle du big data, qui permettent de détecter des patterns, et ça a plutôt bien fonctionné. Et il y a, je suis, de ce que j'ai vu en préparant cette conférence, à mon avis, rien que sur ce segment-là, il y a des centaines de startups qui existent. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui est bien-être animal. Là, c'est plus des startups qui prennent de la donnée brute. Alors, ça peut être évidemment des capteurs sur les animaux, mais ça peut être aussi de la donnée sanitaire. Ça peut être aussi des capteurs qui sont sur les bâtiments, qui vont, comme l'évoquait Serge Jacquat, des capteurs de température, des choses comme ça, et qui visent à essayer de définir un certain nombre de facteurs d'optimisation du bien-être animal là-dessus. Et il y a aussi pas mal de nouveautés qui sont arrivées. De ce que j'ai vu, c'est beaucoup plus des startups qui sont directement liées à cette dernière vague de l'intelligence artificielle. Donc, ils sont capables de traiter des environnements beaucoup plus comportementaux qu'auparavant et qui, manifestement, se développent plutôt pas mal, puisqu'il y a des levées de fonds qui se font au Brésil, aux États-Unis, j'imagine aussi en France, sur ces sujets-là. Et vraiment, le champ sur lequel il y a une explosion de potentialités, on l'a évoqué d'ailleurs juste à l'instant, c'est tout le champ génomique. Alors, le champ génomique, ce n'est pas un champ nouveau, hein. Depuis qu'on est capable de séquencer l'ADN, c'est-à-dire depuis plus de 25 ans, depuis 25 ans en fait, on a tout un tas d'acteurs qui sont arrivés là-dessus. Là où c'est intéressant, c'est qu'on est capable de beaucoup mieux comprendre les comportements génomiques qu'auparavant et de faire des choses qui sont plus subtiles, moins visibles. C'est plus dire, bon ben voilà, on vise un type de comportement, mais on peut avoir un panachage de comportements qui sont pris en compte, un panachage de caractéristiques, et de fait, avoir des choses qui sont beaucoup plus intéressantes à créer de ce fait. On parle même, à terme, de faire des couples génomiques entre, par exemple, des aliments et des animaux. Et ça, c'est, voilà, quand je parle de complexité, de multifactorialité, c'est ce genre de choses dont on peut parler. Donc, le champ génomique, mais aussi d'ailleurs tout ce qui est le champ génomique aussi pour créer des systèmes thérapiques, c'est un champ qui est en train d'exploser. Je ne sais pas si vous avez vu ça, moi j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. Il y a en Australie quelqu'un dont le chien était malade, il avait un sarcome, je crois, attrapé un cancer un peu brutal. Il a fait le séquençage du sarcome lui-même, il s'est aidé de Claude de Anthropic pour faire ça. Et il a fait un système de ciblage qu'il a fait concevoir lui-même. Il ne connaissait absolument rien à la génétique et il a sauvé son chien comme ça. Et là, il y a beaucoup de gens dans la communauté scientifique qui sont en train de se dire, là, il y a un momentum, il est en train de se passer quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui est potentiellement avec des conséquences qu'on ne sait probablement pas encore mesurer à cet égard. Donc, je viens de parler de nutrition, mais c'est ce que je voulais dire également, c'est qu'il y a aussi cette idée qui a jamais vraiment percé, c'est la notion de précision, c'est-à-dire d'avoir des traitements qui sont à l'échelle de l'animal. C'est compliqué à faire parce que éventuellement avec des gros animaux, on peut faire du traitement ciblé, mais même là, c'est assez compliqué parce que avoir un aliment qui est différent d'un animal à l'autre, ça nécessite d'avoir toute une organisation technique qui permet de faire ce genre de choses. On est de plus en plus, on y va tout droit. En fait, la technique et les machines permettent de le faire. On passe de systèmes qui sont des automates à des systèmes qui sont des robots. On va en parler un peu plus tard. Et ça change beaucoup de choses là-dessus. Alors là, je vais changer de sujet. Je vais rentrer sur le sujet de la production céréalière, des fruits, etc.
Mais ce dont je vais parler, en fait, a un lien évident avec le monde de l'élevage également, où il se passe beaucoup de choses. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la multifactorialité, des environnements à très haut niveau de complexité, à la fois simultanés et séquentiels. Et c'est vrai que un agriculteur, c'est quelqu'un qui est un data scientist qui s'ignore. Pourquoi ? Parce qu'il gère toute la journée de la complexité et il gère des variables qui sont à évolution rapide en permanence. Et c'est des choses qui sont extrêmement différentes. Ça peut être par exemple les cours mondiaux du blé. S'ils sont très dépréciés, il vaut mieux pas faire de blé si les stocks sont très élevés là-dessus. Mais ça peut être aussi la météo, ça peut être aussi le fait que la main-d'œuvre est disponible ou pas, et qu'il y a des produits qui sont plus intenses en main-d'œuvre à produire. Donc, intuitivement, on parle un peu d'ailleurs, on parle souvent de, peut-être pas dans le monde agricole, mais on parle des gens qui ont le pouce vert. Mais en fait, c'est souvent des gens qui sont capables de traiter beaucoup de facteurs simultanés, qui arrivent à faire ce genre de choses. Donc, on a des facteurs avant, pendant, après, et tout ça évolue très vite. Il faut avoir une machine qui casse. J'ai un copain qui travaillait sur les betteravières et qui faisait du machine learning sur les données de betteravières. Et un jour, il a demandé à son client, donc une betteravière, c'est un chiffre d'affaires qui se fait sur 3-4 mois et qui va de 50 à 200 millions d'euros suivant la taille de l'équipement. Et il lui a dit, mais il y a un truc qui est vraiment très bizarre, c'est en gros le rendement du système, c'est lié à la présence du personnel. Très forte corrélation. Et cette corrélation, elle est très dépendante, entre autres, du fait qu'il y ait des saisons avec des grippes ou pas. Le groupe de betteravières pour lequel il travaillait a dit, en fait, d'une année sur l'autre, en demandant vraiment aux gens de se vacciner, en s'assurant que c'était vacciné, en faisant venir des médecins pour s'assurer que les gens faisaient le vaccin. Ils ne pouvaient pas l'imposer, mais néanmoins, ils ont structurellement augmenté leur rendement. Ça, c'est le genre de choses que le machine learning permet de faire apparaître. Et auparavant, quand vous faisiez des traitements de ce qu'on appelle du big data, c'est-à-dire de rechercher des corrélations causales, c'est quand même, vous avez besoin d'avoir l'intuition, de dire, tiens, je vais regarder s'il y a une corrélation entre la présence du personnel et le rendement final. Là, ce qui est extraordinaire avec les systèmes de machine learning, c'est qu'ils sont capables de détecter ces corrélations causales tout seuls et potentiellement de retourner à l'origine de la corrélation. C'est tout à fait intéressant d'être capable de faire ça. Vous avez pas mal de limitations, toujours encore aujourd'hui, qui sont des limitations structurelles dans le monde de l'agriculture. Donc, l'accès aux données, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il y a une limitation très forte, c'est l'aspect culturel. Alors on le voit beaucoup dans l'agriculture familiale, notamment dans les pays du Sud, où la dimension culturelle est extrêmement forte. Il y a des anthropologues qui ont travaillé sur l'introduction du machine learning en Thaïlande et qui ont fait décupler la productivité, mais après plusieurs années, passé à convaincre les gens d'adapter ce genre de modèle. Voilà, donc vous avez des très très grandes disparités de cas qui existent. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là où on voyait beaucoup de systèmes à base de machine learning, c'était généralement jusqu'à il y a quelques années sur les énormes exploitations de plus de, 2-3 000 hectares. Donc vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Brésil, des choses comme ça. Et maintenant, on voit ça arriver absolument partout parce que, en fait, vous avez un coût marginal d'acquisition et qui justifie que ça se promène. Ce qui est très intéressant, je parlais à l'instant de la limitation des données, c'est l'effondrement du coût de l'accès à la data, avec 3 sources principales. Évidemment, les sources satellitaires, donc maintenant tout le monde utilise et qui sont de plus en plus précises, avec des acteurs publics comme Copernicus et des acteurs privés qui lancent leurs satellites en grand nombre. Les drones, ça a très longtemps été une sorte de gadget qui n'était pas très efficace. Aujourd'hui, c'est en train
vraiment de s'automatiser, de devenir extrêmement efficace. Et puis, tout un tas d'autres types de capteurs qui peuvent être des capteurs fixes, des capteurs qu'on trouve dans les tracteurs. Et on arrive à faire converger ces données. Et donc là, on a vraiment une efficacité très supérieure à ce que l'on avait auparavant. La filière est en train de se structurer. Les jeux de données sont en train de se standardiser. Et donc, on va voir, juste au travers des systèmes de diagnostic, une augmentation de la productivité vraisemblable à court terme. Il y a d'autres équipements que vous utilisez probablement qui utilisent ces fameux réseaux convolutionnels que j'évoquais tout à l'heure et qui ont été quasiment les premiers à s'en servir, c'est les trieuses optiques. Alors, c'est des machines qui sont généralement assez coûteuses, qui vont extrêmement vite et la vitesse de traitement qui s'exprime en millisecondes, parce que vous avez une pomme qui arrive, vous n'allez pas réfléchir pendant des minutes pour savoir si vous la mettez dans le casier A ou B. Là-dessus, vous devez aller extrêmement vite. Et bien ça, c'est vraiment permis grâce aux réseaux convolutionnels qui sont directement, quasiment derrière la caméra. Vous avez un équipement qui est totalement autonome, qui permet de faire ce genre de choses. Et je trouve que c'est finalement un bon clin d'œil à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'agriculture est quand même un champ, sans faire de jeu de mots, qui est vraiment l'un des premiers à utiliser ces techniques parce que vous êtes face à du vivant et que le vivant, c'est très aléatoire. C'est pas comme dans une usine où vous fabriquez des voitures, où vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des automates qui sont finalement de l'informatique extrêmement rudimentaire, voire pas d'informatique du tout, pour faire des systèmes qui vont se répéter au dixième de millimètre de façon systématique et sur des mois et des années. Autre domaine, évidemment, où le machine learning est très intéressant, c'est les robots. Et là, je pense que vous le voyez mieux que moi, mais je veux dire, à chaque fois qu'on va au salon de l'agriculture, le fabricant de tracteurs de l'année dernière, généralement, les innovations qu'il amène, c'est des robots, c'est des systèmes qui sont à base d'intelligence artificielle. Donc, le tracteur, de plus en plus, évolue tout seul et de plus en plus a une compréhension de son environnement qui est extrêmement évoluée. J'ai encore combien de temps ? C'est fini, d'accord, c'est fini. Bon, je vais aller assez vite là-dessus. Ça, je vais passer là-dessus. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que quelque chose qui, pour moi, est très important, c'est que en réalité, on a une baisse structurelle des gains de productivité à prévoir dans les décennies à venir du fait du changement climatique. Quand on voit la variation de productivité de l'année sur l'autre, ce qu'a montré Serge Jacquard, il y a évidemment des facteurs climatiques sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose. Quand un champ est inondé, on ne peut pas faire grand-chose. Mais souvent, moi j'ai un très bon copain que j'imagine certains d'entre vous connaissent, qui est Hervé Pillot. Hervé me disait, en fait, si on avait su avant, on n'aurait pas agi pareil et on aurait eu de la productivité. On aurait pris, peut-être qu'on aurait cultivé quelque chose de différent ou je ne sais quoi. Et donc, je pense qu'à moyen terme, il y a un rapprochement des enjeux d'environnement avec des enjeux de production. C'est un peu long à développer ici, mais par exemple, un truc tout bête, c'est les haies. Donc, on a fait des grands champs sans haies parce que ça permettait de faire passer les tracteurs. Si vous avez des robots, à la limite, vous pouvez cohabiter avec des haies, ça ne change pas la productivité parce que le robot, il travaille la nuit, il travaille jusqu'à qu'il ait fini et il ne s'épuise pas. Et en fait, beaucoup de paradigmes qui étaient difficiles à résoudre jusqu'à peu ne le sont plus. Et pour finir, et ce sera mon dernier point, à mon avis, la première chose sur laquelle vous allez avoir de la productivité, et vous en avez déjà d'ailleurs, c'est sur l'environnement réglementaire. Vous êtes débordé de documents à remplir sans cesse tout le temps et vous vous en plaignez et c'est normal parce que c'est pas votre métier premier d'être des bureaucrates. Et ça, moi je peux dire, je le vois tous les jours dans les entreprises que j'accompagne. Enfin, une fois qu'on a un peu mis en place des pratiques, on a des gains de productivité qui sont d'un facteur 10, quoi. Là où on passait 10 heures, on en passe une, voire encore moins. Ça m'est arrivé encore avant-hier,
de façon très spectaculaire, un truc que je ne comprenais pas, qui était très compliqué à traiter. On l'a traité en l'espace d'à peu près 1 heure. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je vous remercie et désolé d'avoir été un peu plus long que prévu. Non, vraiment merci et merci beaucoup pour cet exposé vraiment passionnant qui nous remet dans une perspective historique, qui nous rappelle que le numérique, il est présent dans l'agriculture depuis longtemps. Vous n'avez pas mentionné les robots de traite, mais les robots de traite, c'était aussi de l'acquisition de données historiquement en élevage bovin. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous mettiez en lumière toutes les propriétés au fond, qui sont spécifiques du domaine agricole. Et ça, dans un environnement où parfois l'agriculture est questionnée sur sa modernité et sa vision du futur, je crois que ça fait plaisir à entendre. Vos questions. Alors, il y a peut-être des data scientists qui s'ignorent ou qui ne s'ignorent pas dans la salle. Je crois qu'il y a une main levée juste là, en face. Voilà. J'y vais, je me lance moi ou non? Bonjour, donc Philippe Broneisen, je suis doctorant à l'école vétérinaire de Toulouse. Je vous remercie pour votre présentation. Là, en voyant votre dernière diapo, je me suis dit que vous alliez en parler. Et en fait, non, mais c'est la question que je me posais pendant toute votre présentation. C'est que toute la journée, on a entendu parler du réchauffement climatique et du dérèglement climatique comme un enjeu à prendre en compte et à essayer de réduire et limiter et essayer d'affronter les vraies mutations que ça va engendrer sur le secteur avicole. Et en même temps, comme on entend parler de l'IA partout depuis un moment, on entend aussi parler de l'impact climatique que ça peut avoir, des coûts énergétiques énormes, des besoins en eau, de ce que je comprends. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas une espèce de contradiction quand même, d'une certaine manière, entre d'un côté vouloir réduire l'impact du changement climatique et de l'autre côté continuer de développer ce type de solutions. Et si cette contradiction existe, comment est-ce qu'on fait pour la résoudre ? Oui, écoutez, alors je ne la nie pas du tout, c'est un vrai problème. On parle d'ici 2030 d'avoir une consommation accrue du fait de l'IA entre 550 terawatts et 1200 terawatts. Juste, la France, c'est à peu près 450 terawatts. Donc c'est 2 à 2 Français et demi du fait de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas se leurrer, cette énergie n'existe pas, donc elle sera très carbonée. Donc évidemment, ça participe à... C'est pas une bonne nouvelle là-dessus. Ce que j'ai montré là, la plupart des solutions la plupart des cas que j'ai évoqués ici, ce sont des cas qui ne reposent pas sur des grands modèles de langage et qui ne nécessitent pas d'intensité énergétique forte pour faire ça. Si vous voulez, la difficulté que les paris que font ces grandes entreprises, c'est qu'il va y avoir des milliards d'individus, je pense que beaucoup d'entre vous le font, qui vont utiliser cette technologie. En soi, c'est OK là-dessus. Me semble-t-il, le problème que l'on a, c'est que, pardon, je vais être un peu brutal, mais c'est un peu moi ce que j'appelle l'usage TikTok. C'est-à-dire que quand vous produisez une vidéo, pardon, mais un peu débile, à grand renfort de GPU, c'est-à-dire d'intensité de calcul, c'est pas la même chose que quand vous posez des questions sur un LLM, où aujourd'hui on considère qu'un prompt a une intensité de calcul qui est 2 fois moins importante qu'une requête sur Google. C'est pas on considère, c'est la recherche non industrielle, c'est-à-dire pas la recherche qui vient de ces acteurs-là, la recherche académique qui le dit. Donc on a optimisé ces systèmes de façon assez extraordinaire. Maintenant, il faut discriminer les usages. Personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il faut que le CBAM, c'est-à-dire les taxes carbone que l'on met sur tout un tas de choses, les matériaux un peu rudimentaires comme l'acier, le ciment et d'autres choses encore, s'appliquent sur les services numériques et qui s'appliquent assez lourdement pour qu'on ait une responsabilité dans les usages. Voilà, c'est la réponse la plus courte que je peux vous faire. Merci, Yap. J'ai travaillé beaucoup sur la modélisation, mais j'ai pu faire ça grâce aux ordinateurs, parce qu'ils sont capables de calculer, que moi, je ne peux pas le faire pareil. Ce qui change maintenant, c'est vraiment, je vois vraiment un potentiel pour ça, mais je me pose la question, c'est quoi la place de nous dans tout ça, notre intelligence humaine? Est-ce que Serge Jacquard a parlé de 2050, est-ce que dans 50 ans, pas les JRA, mais les JRAI?
Écoutez, c'est vraiment une question assez vertigineuse que je me pose aussi pour être franc. Moi, je ne suis pas futurologue, j'essaye de parler de choses que je comprends, mais c'est vrai que d'un point de vue quasiment anthropologique, d'ailleurs, c'est ma dernière slide là-dessus, c'est très vertigineux, voilà, ça. Et oui, il faudra qu'on trouve notre place dans ces machines, dans un monde qui est très orienté sur la compétition, qui valorise beaucoup l'intelligence et la production. Bon, les machines font ça mieux que nous, quoi. Donc, voilà, pour tout vous dire, j'ai un livre qui sort dans 1 mois, précisément sur ce sujet. Et encore une fois, moi, je suis ni futurologue, ni anthropologue, mais la question me hante tellement que ça fait 5 ou 6 ans que j'y réfléchis et j'ai écrit un livre là-dessus. Et juste parce que c'était la question d'avant, mais ça, c'est mon dernier livre et c'est précisément sur le sujet de la mitigation des enjeux du climat par l'usage de l'intelligence artificielle. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, juste là. Bonjour, je suis Vanessa Guédon, je travaille dans une école d'ingénieurs à Lille. Ma question, c'est, on parle beaucoup du contexte géopolitique et tout ce que l'on voit sur ce qu'on peut voir en termes de dépendance. Et on sait que certaines parties des machines qui sont produites, on va être très dépendant de certains pays, probablement de la Chine ou d'autres pays. Donc, est-ce que ça ne va pas accentuer notre dépendance? Enfin, si tout notre système devient focalisé sur ces intelligences artificielles, va faire que du coup, on va être encore plus dépendant en fait qu'avant. Et dès qu'il y aura un contexte géopolitique qui ne va pas être favorable, on va être à la merci en fait de ces pays qui vont produire les différentes parties des machines. Écoutez, c'est non seulement une très bonne question, mais une question très actuelle, puisqu'il y a eu 2, à mon avis, événements qui ont été extrêmement marquants pour les gens qui sont les directeurs informatiques. C'est une entreprise qui s'appelle Broadcom qui a racheté une autre entreprise américaine qui s'appelle VMware et qui vend des éléments logiciels assez importants dans les data centers et qui a multiplié le prix de ses services par un facteur 15. Et tout d'un coup, ça a été vraiment un choc énorme pour beaucoup d'entreprises. Et puis l'autre, c'est Trump qui a décidé de s'en prendre à la CPI, au Tribunal pénal international. Et il y a un certain nombre d'individus, dont un juge français, le juge Guillot, qui raconte dans des interviews comment il est retourné vivre, comment on vivait dans les années 70, quand on n'avait pas de carte de crédit, on n'accédait à absolument aucun service numérique, et que, de fait, il s'est retrouvé là-dedans. En fait, moi, si vous voulez, je vais vous dire un truc, je pense que le meilleur allié de l'Europe s'appelle Donald Trump. Et il faut le remercier, on devrait l'applaudir tous collectivement, d'ailleurs, parce qu'il nous a fait prendre conscience à quel point on est dépendant. Et donc, moi, hier matin, j'ai fait une conférence là-dessus. Lundi, j'en ai fait une sur ce sujet. Il y a 15 jours, on a organisé une réunion, on a fait venir 180 directeurs informatiques de toute l'Europe pour parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour justement mettre en place, retrouver nos souverainetés. Il y a plein de sujets. Il y a les sujets de ce que vous avez sur votre ordinateur, il y a les sujets des data centers, il y a aussi les sujets des systèmes de paiement qui sont de plus en plus américains. Les systèmes d'armes qui, sous l'égide de l'OTAN, sont très américains. Et donc, il faut se désintoxiquer. Voilà, on est très américain dans nos technologies informationnelles. Il y a des technologies qui sont très accessibles et sur lesquelles on est très dépendant. Voilà, trucs tout bêtes comme par exemple le mail. Bon, je pense que la plupart d'entre vous ici, vous êtes chez Gmail. C'est très sympa, l'expérience utilisateur est très bonne. Moi, je suis en train de migrer, et quand je vous dis ça, là, juste avant de venir, j'avais quelqu'un de mon équipe qui m'expliquait qu'on allait faire ça après-demain. On passe sur Proton, qui est une solution européenne, parce que, voilà, et à la fin de l'année, notre objectif, c'est de plus rien avoir qui ne soit américain. Alors, c'est très excessif, mais dans la mesure où moi, l'un de mes métiers, c'est de faire des conférences pour parler de ces sujets, je pensais justifier de montrer que c'est possible. Alors, il y a encore une question. Alors, je ne sais pas si on a le droit de dépasser jusqu'à quand le temps, mais tant qu'on ne nous dit pas d'arrêter, on continue.
Donc, une question ici à droite. Mais je ne sais pas qui nous dit d'arrêter parce qu'après, il y a des discours. Comme j'ai eu le micro, je pose ma question. C'est la dernière question, alors. Ben non, mais j'ai eu le micro, alors je peux poser Ah ma bon, bah alors Michel, Non, je connais Michel. Vas-y, Michel. Et puis après, Je voulais vous remercier pour cette présentation parce qu'en fait, on en a dans beaucoup de conférences, des présentations sur l'intelligence artificielle. C'est bien qu'on est parfois un peu noyé et souvent on conclut en disant il faudrait qu'on se forme ou il faudrait des programmes de formation pour mieux savoir comment choisir ou distinguer ce qui va vraiment être utile ou pas par rapport à notre question. Et donc, où sont les offres de formation à l'usage, durable ou responsable de l'intelligence artificielle? Merci. Écoutez, c'est une question très à propos. Ça va me permettre de faire un peu de placement de produit. Mais manque de bol pour moi, c'est quelque chose qui ne me rapporte rien. Donc, j'ai monté il y a 1 an et demi, dans le cadre de la mission IA, qui était une mission qui était chargée de conseiller le gouvernement sur sa stratégie en matière d'intelligence artificielle, une initiative qui s'appelle Café IA. C'est une initiative qui est associative, donc enfin en tout cas c'est une agence de l'État, mais c'est quelque chose qu'on fait de façon non rémunérée. Et l'objectif, c'est de permettre à tous les Français d'avoir une première initiation à l'intelligence artificielle. Je dirais qu'on est plutôt avant la formation. C'est-à-dire que c'est une initiative très populaire. On en a fait 1500 l'année dernière, on va en faire 6000 cette année. On a fait 1800 l'année dernière, on va en faire 6000 cette année. Et c'est dans toute la France. C'est vraiment dans toute la France. Moi, j'en fais aucun dans les grandes villes. Je ne veux pas aller dans les métropoles. Alors, je ne fais pas tout ça. J'en fais heureusement quelqu'un. Par exemple, aujourd'hui, je crois qu'il y en a 22 ou 23 en France. L'idée, c'est de permettre aux gens de créer leur feuille de route personnelle au travers d'un café IA. Donc, c'est un moment plutôt sympa. Un café IA, c'est 20-40 personnes. C'est des jeux de cartes, des choses comme ça. On veut que les gens interagissent le plus possible. Et on veut qu'ils sortent de là avec finalement ce qu'ils sont venus chercher. C'est-à-dire, s'ils veulent juste avoir un premier aperçu, ils s'en vont et c'est terminé. Puis si, comme vous, ils disent « j'aimerais bien me former », on leur propose des parcours qu'on a labellisés en fonction de ce qu'ils veulent faire. On veut dire « je m'intéresse à l'agriculture » ou « je m'intéresse à l'IA en général ». Et le plus possible, on leur permet de repartir avec ce genre de choses. Donc, je vous invite à aller dans un café IA. Alors, il y a une question ici, et ensuite une dernière, un modérateur. C'était une question, tout à l'heure a été posée la question de la souveraineté numérique, en plus au sens de ne pas être dépendant sur les composants pour fabriquer les IA. Moi, ma question est plutôt sur la gouvernance de l'IA. On entend parler que des IA deviennent membres de la gouvernance d'entreprises, voire même des entreprises pilotées par l'IA. Est-ce que vous qui avez un rôle assez macro de ce sujet, pouvez-vous nous éclairer sur où on en est en matière de prise de gouvernance de l'IA? Et ma deuxième question, c'est plus d'ordre politique. C'est quoi quelque part le bon moyen pour s'assurer que cette gouvernance reste au bon niveau? J'ai failli vous répondre, et puis je me suis dit que c'était pas poli de dire ça, qu'on entend beaucoup de conneries. Mais si vous voulez, pour le moment, on est sur des systèmes qui sont supervisés. C'est-à-dire que le ministre de l'Albanie, IA, il se trouve que c'est une de mes amies qui était l'ancienne ministre du numérique en Albanie, et ça la fait bien rire, parce qu'elle connaît à peu près tout le gouvernement, et elle voit à peu près ce que ça peut donner là-dessus. Bon, là où c'est génial, c'est qu'ils se sont payés une super campagne de com pour pas très cher, avec le monde entier a entendu parler de ce ministre, vous en avez entendu parler, ça n'a aucun sens là-dessus. En revanche, je pense que le fait d'avoir dans l'administration publique massivement de l'IA, et parfois pour prendre des décisions assez élaborées, ça peut être intéressant. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un de France Trésor. Je ne sais pas si vous connaissez France Trésor, c'est eux qui portent les, je ne sais pas combien on en est là, 2500 milliards de dettes de ce pays, et qui, je dirais, retraitent cette dette en permanence là-dessus. Eh bien, ils ont fait des simulations à base d'intelligence artificielle pour voir si certaines dettes qui étaient avec des maturations longues, ils n'avaient pas intérêt à les retraiter plus tôt. Et
encore une fois, vous avez un bon exemple de ce que c'est que la gestion d'environnements multifactoriels extrêmement complexes où vous pouvez avoir des approches qui sont intéressantes à cet égard. Le fait d'avoir des systèmes autonomes, vraiment autonomes, c'est un peu comme vous et moi, et puis qui prennent des décisions, et en plus des décisions au niveau d'un État, je pense qu'on n'est pas encore là, ou alors évidemment dans des champs qui sont extrêmement spécialisés là-dessus. Mais autonome au sens d'un ministre, franchement, je n'y crois pas une seconde. Je vois absolument pas. Enfin, ou alors il faut se méprendre fortement sur ce que c'est que la fonction d'un ministre. Peut-être que c'est moi qui me méprends d'ailleurs à ce propos. Mais de ce que j'en vois, c'est quand même une fonction qui est extrêmement diverse et qui ne peut pas être assurée de cette façon-là. Une dernière question ultime. Allez, Rapide. tu vas attribuer la dernière. Comme nous sommes avec Claire, gardien du temps, on va s'attribuer la dernière question. On voit bien que l'IA, quand même, c'est un potentiel énorme de facilité de travail, de décision rapide, d'alléger à la fois la surcharge de travail, de traçabilité. Il faut le dire avec l'exposé de Charles Zaka, c'est qu'en fait, je pense qu'aussi qu'au-delà de réchauffement climatique, de règlement climatique, on peut imaginer des solutions mixtes avec du stockage de l'eau et à base de tensiomètre. Là, c'est pour les cultures d'apporter l'eau au bon moment. Ça fait partie, l'IA permet ça. C'est une solution mixte par rapport au changement climatique. Mais cette IA, c'est très intéressant. Le monde agricole a été un des premiers acteurs à s'y mettre avec beaucoup de choses autant dans le vivant que dans la motorisation connectée. Je me pose la question si aujourd'hui, par rapport au premier exposé, si on va pas aller sur un isolement encore plus fort du monde agricole par rapport à l'ensemble que l'IA va lui amener. Voilà. Oui, écoutez, franchement, c'est pas du tout pour être démago, mais c'est une très bonne question. C'est-à-dire, le vrai enjeu de la technologie, c'est le fait que ça nous sépare. Alors, quand vous regardez, il y a un grand chercheur américain qui vient de partir à la retraite qui s'appelle Robert Putnam et qui a essayé d'expliquer l'évolution du vote dans les pays occidentaux et notamment vote qui tire vers les extrêmes. Et il a une réflexion très intéressante. Il dit, en fait, les conversations désagréables, c'est-à-dire la conversation qui nous permet de comprendre la personne qui est très différente de nous, ont disparu. Elles ont disparu parce que aux États-Unis, on passe 7h15 hors travail sur les écrans, 11h30 avec le travail là-dessus, et que la technologie, d'ailleurs depuis très longtemps, et les écrans, la télévision inclus, font que on n'a plus besoin de voir des gens. C'est-à-dire que on fait ses courses par Internet, enfin, je ne vais pas vous faire le film, mais tout le monde l'a un peu à l'esprit, et même la sociabilisation, on l'a fait au travers des réseaux sociaux là-dessus. Et là où on pense saisir la complexité du monde, parce que finalement, tout le monde à notre portée au travers des réseaux sociaux, en fait, on s'enferme dans une bulle de filtre. Voilà. Et ces travaux, moi, m'ont passionné. Et c'est vraiment probablement la critique la plus brutale que j'ai connue de la technologie comme, finalement, un facteur de parcellisation de la société au sens large. Voilà, c'est un fait. Et je pense que si on continue sur la voie que l'on a prise, on va tous se battre là-dessus. Donc, il faut être capable de mettre en œuvre ces technologies et de limiter leurs usages les plus délétères. Moi, je suis dans un groupe de travail justement sur ces sujets à l'égard des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je dis toujours, la cigarette, comparée à l'impact des réseaux sociaux, c'est une promenade de santé. Quand dans 10 ou 20 ans, on verra les conséquences politiques, cognitives et donc par définition économiques là-dessus, on se dira mais comment on a fait un truc pareil, comment on a laissé un truc pareil exister. Voilà, alors je suis sur les réseaux sociaux, vous y êtes aussi, mais je dirais que il faut absolument qu'on reprenne le contrôle de ces technologies et comme sur les cigarettes, vous faites 40 minutes de TikTok, vous avez un truc qui s'affiche qui dit ouais, si vous avez passé 40 minutes dessus, faites attention, etc. Et puis après, toutes les 5 minutes, ça, entre autres choses. Merci beaucoup. Donc, en fait, il faut rentrer l'IA et tout ça dans un monde d'une santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.